Eh bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Dans un instant, nous aurons en contact avec Cyril Koudou, le directeur du Festival Terre de Blues. Il sera en direct au téléphone avec nous. Nous aurons ensuite Caroline Calbou pour la première fois, la procureure de République à Pointe-à-Pitre, pas de Pointe-à-Pitre, il n'est pas procureur de Pointe-à-Pitre. Ensuite, Thierry Didon et Francilise Grégo vont nous parler un petit peu de la marche du CIPN qui aura lieu dans les jours qui viennent. On va recevoir aussi Daniel Manclier, président de l'association Terre-Plein. Et on va terminer avec Miguel d'Aubergne, chroniqueuse du ZCL. Voilà qui fait la liste de nos invités. Le journal, les informations, les news, c'est Iman News, pardon. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Danick, super en forme. Alors aujourd'hui au niveau de l'actualité, on va parler de l'avant-première du film Les Promesses Vertes qui s'est déroulée au Cinestar, donc avec la venue d'Alexandra Lamy et du réalisateur Édouard Bergeon. Donc c'était hier au Cinestar. On parlera aussi de la journée porte ouverte du refuge Papillon. C'était l'occasion de sensibiliser les enfants à la protection animale. Il sera aussi question de la sécurité au travail dans le spectacle vivant dans le cadre de la 8e édition du festival Cap Excellence en théâtre. Et on terminera avec la 2e édition du salon Nikuka, donc qui est un salon de la culture et de l'artisanat qui s'est déroulé à Goyave. Voilà pour les titres. Voilà, eh bien, je crois qu'on est en direct avec Cyril Koudou, c'est le directeur du festival Terre de Blues. Cyril Koudou, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Alors, on est à J- combien? J-12, 10 du festival. Tout est prêt? On peaufine les derniers détails. On essaie de tout finaliser pour que le public soit satisfait. Alors, quel temps il fait à Maraganan ces jours-ci? Il faisait très chaud, mais aujourd'hui, là, il commence à pleuvoir un peu. Commence à pleuvoir. Alors, quels vont être les temps forts du festival? Vous allez me dire que tout est important, mais enfin, si on ne peut pas venir tous les jours, qu'est-ce qu'il faudrait ne pas rater? Ben, la tête d'affiche, c'est un événement quand même, c'est Colin Seguin, la tête d'affiche du festival. C'est le dimanche 19. Oui. Donc en clôture du dimanche. D'accord. Ensuite, alors donnez-moi trois têtes d'affiche. Alors les trois têtes d'affiche, c'est Fanny G, Kofi. Oui. Et Colin Seguin. Et puis, il ne faut pas oublier le lundi aussi, où il y a Coco Euroté en clôture du festival. Alors, Cyril Koudou, une question. C'est difficile et compliqué d'organiser un festival comme Terre de Blues chaque année? C'est ma 5e édition. Chaque édition est différente, en fait. Donc, ça dépend, en fait, des années. Bon, après, c'est vrai qu'avec la double solidarité de Marie-Galante, donc on a des contraintes qu'on ne rencontre pas forcément en Guadeloupe. Mais avec l'habitude et l'expérience, on y arrive. Et on essaye de satisfaire au maximum le plus. Bon, pour être venu plusieurs fois au festival, je vois au niveau musical, au niveau technique, je vois ça tient la route quand même. Oui, on se donne les moyens, la communauté des communes se donne les moyens. Oui. Et l'Office du tourisme aussi pour avoir un festival de niveau national, voire international. Alors, Cyril, j'ai envie de vous dire, bien évidemment, il n'y a plus de logement, plus de voitures disponibles en ce moment. Non, il reste toujours des hébergements. Le problème, c'est qu'on a un souci de référencement des hébergements, mais on en trouve régulièrement. Oui, parce que... j'ai souvent des propositions et j'invite le public à se rendre sur le site de l'Office du tourisme. On publie régulièrement des offres. Des offres Et en ce qui concerne la location des voitures? La location des voitures, c'est plus compliqué, mais cette année, on a une nouveauté. On a mis en place des navettes qui couvriront toute l'île. De 7h du matin à 1h du matin, on a des tarifs très modestes. Donc, c'est entre 3 et 4 euros. Le départ, ce sera où? Il y a des lignes. Toutes les lignes seront mentionnées sur le site de l'Office du tourisme. Mais en gros, ça part de Saint-Louis. Oui. Ça va au Bourg. Ça passe de Grandbourg. Ensuite, ça va à Murat pour aller jusqu'à Capesterre et même vers les hauteurs de Capesterre. Donc, en fait, j'ai pratiquement pas besoin de louer de voiture cette année. Cette année, on peut louer les voitures parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être autonomes, mais l'idée, c'est de faciliter la mobilité pour que les gens puissent se déplacer en toute sécurité durant tout le festival. Alors, autre chose, pour le trafic au niveau maritime, qu'est-ce qui a été prévu? Est-ce qu'il y a des vols, des bateaux supplémentaires à partir de quand? Comment ça se fait?
j'avais hier le directeur commercial de l'Express, qui est un de nos partenaires. Oui. Ils ont encore rajouté des rotations, notamment le lundi. Oui. Donc, au fur et à mesure, en fonction de la demande, qui est très forte cette année, ça promouvoir une belle édition de festival, ils rajoutent régulièrement des lignes, en fait. Globalement, un festival comme Terre de Blues ramène combien de personnes à Marie-Galante pendant les 3-4 jours? Là, cette année, grâce à la région de Guadeloupe, qui est un partenaire majeur exclusif, on va mettre en place une étude pour pouvoir suivre le nombre de personnes précises qui viennent. L'année dernière, il y avait une première étude et on était autour de 20 000 personnes qui se rendaient sur Marie-Galante, soit le double de l'île. Est-ce que... Oui, alors... D'accord. Est-ce que les touristes viennent ou bien c'est uniquement des Guadeloupéens ou des Marie-Galantais qui vivent en Guadeloupe? En fait, justement, l'idée, c'est là, on va faire quelque chose de plus poussé pour déterminer le lieu d'origine des personnes, grâce à la téléphonie, grâce à leur téléphone. D'accord. Donc, l'idée, c'est de vraiment cibler et savoir qui vient, d'où et comment il se déplace aussi sur l'île, d'ailleurs. Alors là, je m'adresse aux techniciens. Les spectacles vont démarrer à l'heure pile ou bien avec une demi-heure ou 3/4 d'heure d'avance? L'année dernière, on s'est retrouvés, en fait, on était prêts, mais on attendait plutôt le public, en fait. Donc j'invite le public à venir très tôt parce que cette année, on va pas attendre, en fait. Donc, on va commencer à l'heure. Les heures sont sur le site de l'Office et sur le site du Festival Terre de Blues. Dernière chose, et là c'est le journaliste qui vous parle, ce sera facile de rencontrer les artistes pour des interviews, des rencontres, qu'est-ce qui est prévu? Moi, les artistes, c'est pas forcément évident. Oui. Mais nous, on essaye de faire en sorte que tous les journalistes aillent à la rencontre des artistes. Mais c'est pas forcément de notre ressort. Bien sûr. Contractuellement, c'est demandé, mais on ne peut pas exiger un artiste de faire un spectacle. En tout cas, nous, on fera de notre côté le maximum pour que tous les journalistes soient satisfaits. Bien. Cyril, on vous remercie. Et puis, on se retrouve à partir de lundi où on aura pratiquement un invité artistique chaque jour, c'est ça? On est d'accord? C'est ça. On est en train de travailler dessus, Lauriane. Bien. Je vous remercie. Merci. Bon festival. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci à Canal 10 qui est partenaire aussi. Bien sûr. Et ZTL aussi. Bien sûr. 12h40. Tout de suite, on va rejoindre la procureure de la République à Pointe-à-Pitre, Mme Caroline Calbo, qui a accepté pour la première fois de venir. Et visiblement, il prend goût parce qu'il dit nous ça qui a été Vérouvine. On regarde. OK. Voilà, bien, aujourd'hui, nous allons recevoir Caroline Calbo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes procureur en Guadeloupe depuis quelques mois. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait 8 mois que je suis maintenant procureur à Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre. 8 mois de travail à Charny. Alors, première question toute simple. À quoi sert un procureur dans la République, dans la vie quotidienne des gens, des citoyens? Alors, le rôle d'un procureur, c'est un peu celui qui fait l'interface avec la société, puisque d'abord, on contrôle la régularité des enquêtes, on dirige les enquêtes judiciaires, donc rechercher finalement les auteurs d'infractions, une fois qu'on a des plaintes, et à l'issue des enquêtes, on décide, finalement, on est un peu la gare de triage, on va décider qu'est-ce qu'on fait des enquêtes. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas assez d'éléments dans l'enquête, on n'a pas retrouvé l'auteur, on n'a pas déterminé d'infraction, à ce moment-là, ça sera classé. Et si l'infraction est très grave, où la personne est déjà très connue, à ce moment-là, on peut choisir la filière rapide et donc le faire juger très rapidement devant le tribunal correctionnel. C'est ce qu'on appelle l'audience de comparution immédiate. Ou bien, on considère que c'est plus une petite délinquance et qu'un rappel à l'ordre suffira, ou bien une première réponse avec un stage pédagogique ou autre. Et à ce moment-là, on va choisir une alternative aux poursuites. Donc c'est ça notre rôle, c'est de pouvoir en fait orienter les procédures, les enquêtes quand elles sont terminées, et ensuite de les porter notamment à l'audience en demandant des peines. Oui, alors on prend le cas d'une affaire, par exemple, d'un crime. Que vous avez, je me souviens, il y avait quelque chose qui était passé à Petit-Bourg, il y avait deux jeunes qui avaient été tués. Comment vous arrivez à gérer ça rapidement, comme on dit? Alors là, c'est justement une enquête qui a été particulièrement rapide grâce à l'investissement des enquêteurs. Moi, je tiens vraiment à saluer le travail de la section de recherche de la gendarmerie, qui a mené un travail rien qu'en 5 jours. C'était une enquête très complexe. Donc au départ, le rôle d'un procureur, c'est d'aller sur les lieux. Donc j'étais sur les lieux de la première scène de crime pour essayer de comprendre justement et d'arriver
arriver à récupérer tous les éléments de preuve, que ce soit les vidéos, les témoignages autour. Et donc, c'est en fonction de ces éléments-là qu'ils ont recoupés, qu'ils ont réussi à identifier finalement le cheminement du tueur, enfin du présumé innocent, mais celui qui a été mis en examen. Il a été identifié. Voilà, mis en examen et placé en détention provisoire. Donc, il y a une personne qui est suspectée. Et donc, cette personne-là a très vite été interpellée, donc dans les 5 jours. Voilà. Et donc là, après, nous avons saisi un juge d'instruction afin que l'enquête puisse se poursuivre. Voilà. Et là, ça continue toujours, puisqu'elle est toujours en train d'enquêter, et peut-être qu'il y a d'autres faits autour aussi de ces faits-là. Mais alors, ça signifie que le procureur, quand même, intervient sur l'enquête avec la brigade de recherche ou comment ça se gère? Eh bien, nous nous déplaçons pour tous les meurtres, nous nous déplaçons sur les lieux, ce qui nous permet de vérifier finalement si la scène de crime est bien gelée, si on a préservé alors, qu'est-ce qu'on appelle une scène de crime pour les gens qui ne savent pas? Alors, c'est quand on découvre un corps dont l'origine apparaît être criminelle. Oui. Et donc, à ce moment-là, il y a un médecin qui vient, où il y a le SAMU, les pompiers qui sont intervenus. Alors d'abord, il y a des premiers médecins qui viennent constater le décès et qui vont délivrer un obstacle médico-légal. À ce moment-là, nous, on est saisis et on nous dit, oula, il y a des traces de balles, là on voit bien, il faut venir sur les lieux. Donc on vient sur les lieux, on observe la scène de crime, on saisit un service d'enquête qui apparaît le plus adapté pour pouvoir mener l'enquête. Et ensuite, on va être en relation plusieurs fois par jour au téléphone avec le service d'enquête pour pouvoir conduire l'enquête, voir comment avancent les investigations et pour voir derrière, justement, voir qu'est-ce qu'on va faire si jamais on interpelle l'auteur. Oui. Alors, venons un peu à la réalité quotidienne. Qu'est-ce qui, pour le procureur que vous êtes, est le plus sensible? Je veux dire, on a ici problème de drogue, on a ici problème de violence intrafamiliale, on a des violences tout court aussi, problème de mineurs, et aussi la drogue, bien évidemment. Alors, quels sont les sujets sur lesquels vous intervenez le plus souvent? J'ai regardé les chiffres. Oui, vous avez vu, donc c'est important de pouvoir montrer la masse qui est celle que l'on traite, puisque nous sommes 10 magistrats au parquet de Pointe-à-Pitre, et nous traitons finalement, nous essayons de répondre à tous les besoins de justice des Guadeloupéens. Que ce soit de la petite délinquance, pour lesquelles on pourra même répondre avec une réponse de proximité. Je pense notamment aux audiences foraines qui se tiennent à Grand-Bourg de Marie-Galante, qui permettent justement d'éviter que les gens aillent se déplacer, mais il y a une réponse qui est donnée auprès de la victime et de l'auteur. Et comme la grosse délinquance, vous avez parlé effectivement des problématiques de violence. Il y a une vraie problématique de violence, et notamment sur la voie publique ici, liée à la circulation d'armes. Donc ça, on essaie de lutter. Je vous ai noté d'ailleurs les statistiques. On a quand même, il y a eu les services d'enquête, on saisit près de 400 armes en 2023, et notamment dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Donc ça, je pense que c'est un chiffre important. Ça veut bien montrer... Des armes qui ont déjà été utilisées ou après? Alors ça dépend. Après, on vérifie justement avec la police technique et scientifique ou les techniciens d'investigation criminelle. Il y a une analyse balistique qui est faite pour voir si l'arme a été utilisée ou pas. Donc ça, la question des armes, elle est évidemment centrale. C'est-à-dire que on essaie vraiment que ça soit dans les débarquements qui peuvent être des débarquements de stupéfiants sur les plages ou bien d'armes également. Donc là, il y a de plus en plus de contrôles et qui vont se développer dans les prochaines années sur les plages pour justement éviter ces débarquements des pays autour de la Guadeloupe et qui conduisent à cette circulation d'armes. Donc la question des armes, de toute façon, elle est centrale, puisqu'on a eu quand même 40 meurtres l'année dernière, dont 21 avec arme à feu. Et là, depuis le début de l'année, donc on est à 13 meurtres, dont 10 par arme à feu. Donc la question des armes, elle est centrale. Oui, on a suffisamment de moyens sur les plages de douaniers pour pouvoir vérifier ce qui se passe, parce que j'habite dans un lieu où on voit beaucoup de choses. Oui, alors c'est compliqué, parce qu'effectivement, le nombre d'enquêteurs ou même le nombre de personnes sur le terrain des services d'enquête et de police, de gendarmerie et des douanes d'ailleurs est assez limité. Donc il faut beaucoup s'appuyer sur le renseignement. Voilà, donc là c'est ce qui est en train aussi de se développer là actuellement. Mais il y a une vraie difficulté effectivement dans les effectifs des services d'enquête, et c'est la raison pour laquelle moi j'espère beaucoup dans les annonces du ministre de l'Intérieur quand il est venu il y a quelques jours. On se souvient. Voilà, il a dit il y a un manque d'enquêteurs et nous allons renforcer donc le nombre d'enquêteurs en Guadeloupe. Donc j'attends beaucoup. On quitte le domaine des armes, on pense celui par exemple de la drogue.
C'est le même processus, arrivée clandestine sur les plages, circulation entre les villes, etc. Oui, tout à fait. Il y a tout un narcotrafic finalement qui se développe, puisque c'est la place aussi, la place de la Guadeloupe dans les Antilles, avec à proximité, exactement, à proximité de l'Amérique du Sud, qui est producteur par exemple, de cocaïne. Et donc, il y a des entrées effectivement maritimes, postales, aériennes. Et on essaie d'être sur tous les fronts pour justement essayer d'endiguer ce phénomène, sachant que souvent, la Guadeloupe est plutôt un pays rebond vers l'Hexagone. Et là, on a eu un phénomène de mule avec la mise en place du 100% contrôle à Cayenne, c'est-à-dire que tous les passagers qui montaient dans les avions étaient contrôlés. Et donc, ça a changé la route, finalement, des passeurs et des mules qui, notamment, ingéraient de la cocaïne, des ovules de cocaïne. Et donc, ils sont plus passés par la Guadeloupe, notamment en 2023. Là, il y a la mise en place aussi d'un 100% contrôle ici, au Rézé. Et là, ça va commencer aussi à changer la route des trafiquants. Donc c'est vrai que c'est assez, tout est assez mouvant, mais on essaie, et il y a vraiment des efforts qui sont faits par les différents services de l'État pour justement arriver à endiguer le phénomène. Alors, on parle de ce qui se passe, mais est-ce qu'il y a un travail de prévention qui est fait? Vous faites très bien de le rappeler parce que vous avez raison de dire, finalement, c'est pas la répression, c'est pas ce qui va résoudre les choses. Nous, on essaye d'être là pour justement donner des peines derrière, les peines les plus adaptées et les plus rapides, mais la question de la prévention, elle est essentielle. Et c'est pour ça que là, on est vraiment en train de travailler avec, dans le cadre des CLSPD notamment, et je pense notamment au comité local de sécurité et de prévention de la délinquance. Normalement, dans toutes les municipalités, il y en a, et même dans l'intercommunalité. Là, j'en ai fait plusieurs, par exemple, ces derniers temps, où on rencontre les associations. C'est souvent des moments que moi je trouve assez importants parce que ça permet de voir tout le travail de fond des associations. Je pense à l'association Sepsi, l'association Ilia, Sepsi qui a des médiateurs dans la rue qui font un travail incroyable, l'association Ilia qui s'occupe aussi des prostituées à Pointe-à-Pitre. Voilà, et donc ces associations qui se retrouvent avec la mairie, avec les forces de l'ordre, avec la préfecture, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut mieux mettre en commun toutes nos actions de prévention sur le terrain. Donc ça avance. Et il y a eu le CLSPD il n'y a pas longtemps, comité local donc de sécurité, de prévention de la délinquance à Pointe-à-Pitre, à Capex aussi, voilà, au Moule. Je suis allée aussi au Moule récemment. À Capesterre. Alors ça c'est le ressort de mon collègue Xavier. Justement, on va en parler tout à l'heure. Oui. Alors justement, vous me dites que vous avez 10 magistrats ici. Alors, dans l'autre partie de la Guadeloupe, c'est-à-dire dans la région de Basse-Terre, bon, c'est pas votre périmètre, mais enfin, vous savez comment ça se passe quand même. Oui, mais on travaille vraiment très bien ensemble avec Xavier Sicot, donc qui est procureur à Basse-Terre. Alors, les ressorts, c'est vrai que les ressorts géographiques ne sont pas forcément très compréhensibles par tout le monde, ce que je comprends. J'ai une partie de la Basse-Terre, le haut de la Basse-Terre, le bas. J'ai quand même une partie de la Basse-Terre. Voilà, Sainte-Rose, Lamentin, Bémao, tout à fait, Petit-Bourg également. Et il a la partie basse et Saint-Martin. Donc son parquet, en fait, les effectifs de son parquet sont répartis entre, il y a 2 magistrats à Saint-Martin et ils sont 3 au parquet de Basse-Terre. Les îles du Sud, Marie-Galante, Désirade, les Saintes. Ça, c'est dans mon ressort. C'est le... Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Et les Saintes, en revanche, c'est du côté de Xavier Sicot. Non, mais c'est vrai que les ressorts administratifs. Ça n'a pas été découpé géographiquement. Non, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est pas un problème parce que quand les gens nous écrivent et se trompent, on se renvoie les courriers, il n'y a pas de difficulté. Voilà. C'est assez fluide entre nous. Ça veut dire qu'un magistrat pratiquement travaille H24 ? Alors non, quand même pas, parce que je pense que justement, il faut avoir une vie équilibrée pour pouvoir faire face à toute cette humanité abîmée. C'est à ça qu'on est confronté. Et se dire, moi je me dis à chaque fois que finalement, un dossier que je reçois, c'est un dossier important pour la personne qui est derrière, avec tous les enjeux qu'il y a derrière. Donc c'est important pour moi de pouvoir vraiment prendre le temps pour chaque dossier. Et donc non, on ne travaille pas, alors on est très souvent sur le front parce qu'effectivement, il y a toujours un magistrat de permanence, ça c'est sûr, il y en a un toute la journée, il y en a un toute la nuit. Globalement, c'est 2 magistrats qui vont se relayer sur une semaine, ils vont prendre en moyenne 300 décisions dans la semaine. Ils vont peut-être déférer, c'est-à-dire se faire présenter à l'issue des gardes à vue à peu près une quinzaine de personnes mises en cause. Voilà, c'est ça le travail d'un magistrat, c'est quand même être toujours en lien avec les services d'enquête pour pouvoir apporter aux citoyens guadeloupéens les réponses les plus adaptées aux actes qui ont été commis. Alors, est-ce que le procureur intervient dans le social ?
Alors, le procureur intervient plutôt dans l'ordre public économique, c'est-à-dire qu'on est présent. Alors, on n'est pas présent au Conseil des prud'hommes quand il y a des différends entre employeurs et salariés, mais on est présent pour les difficultés des entreprises. On est présent au tribunal de commerce, par exemple, dès lors qu'il y a des entreprises qui sont en difficulté, qui déposent le bilan. Voilà, donc là, on est présent pour essayer justement d'essayer de trouver au maximum des plans de cession. L'idée du procureur, c'est toujours qu'il y ait le moins de chômage possible, le moins de licenciements possible, et donc d'essayer de trouver toujours des reprises d'entreprises pour pouvoir faire perdurer l'activité. Donc on est vraiment sur cette question de l'ordre public économique qui est assez essentielle aussi pour nous. Alors on prend l'exemple de la semaine dernière où il y avait le blocage des caniers. Qui prend la décision des forces de l'ordre? C'est le procureur, le préfet? Ah non, ça c'est le préfet. Ça parce qu'on est sur le maintien de l'ordre. Non, parce que là pour le coup, non, ça c'est vraiment une prérogative du préfet d'intervenir sur le maintien de l'ordre. Nous on est là pour essayer de trouver les coupables dès lors qu'il y a des infractions qui ont été commises, mais le maintien de l'ordre... Le blocage par exemple des routes par des tracteurs, etc., c'est le préfet ou c'est le préfet? Ça c'est complètement... tout ça c'est le préfet parce qu'on est sur du maintien de l'ordre. Tout à fait. C'est lui qui va décider finalement de l'utilisation de la force publique pour rétablir l'ordre dans des manifestations ou des choses comme ça. Nous derrière, si la manifestation dégénère par exemple, s'il y a des outrages, s'il y a des jets de pierre avec des blessures, ça c'est nous qui intervenons à ce moment-là pour essayer de retrouver qui est responsable ou pas. Alors, on m'a posé la question, je vous la pose. Quand un citoyen a une plainte, comment ça se passe? Il a un problème, je ne sais pas moi, d'une violence familiale ou une violence particulière. Il envoie la lettre au procureur. Comment ça se traite, ça? Alors, soit il m'envoie un courrier, effectivement, et je lis tous les courriers qui me sont adressés. Vous en recevez beaucoup? J'en reçois, par exemple, je regarde, j'en ai à peu près une dizaine ou une quinzaine par jour. Donc, je regarde. Ensuite, souvent, je transmets au service d'enquête, police et gendarmerie, en fonction du lieu des faits. Et puis ensuite, c'est la police et la gendarmerie en fonction de leur capacité aussi à pouvoir traiter dans des délais raisonnables. C'est ça le problème. Et c'est ça aussi parce que tant qu'on n'aura pas suffisamment d'enquêteurs, et on est obligé de prioriser finalement les enquêtes, tellement on a de plaintes, on a de difficultés. Alors, les violences intrafamiliales se sont quand même développées un petit peu en Guadeloupe. Comment vous intervenez dans ce domaine-là? Est-ce que des psychologues interviennent? Comment ça se passe? Alors, sur les violences intrafamiliales, on est en train justement de développer un réseau en lien avec le département qui porte beaucoup ce projet-là, un réseau dans toutes les associations, administrations, pour essayer de mieux les prendre en charge. Par exemple, une victime qui vient déposer plainte et qui veut partir de chez elle, comment est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on lui donne... Victime de violence maritale, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc les gendarmes ou les policiers interviennent. Comment est-ce qu'on la met à l'abri? Comment est-ce que derrière, elle va pouvoir toucher la CAF, par exemple? Comment est-ce qu'on fait suivre les allocations? Qui lui donne, qui va fournir le lait, le besoin, les premières nécessités une fois qu'elle est partie de chez elle? Voilà, l'éloignement du conjoint. Comment est-ce qu'on la protège? Par exemple, en 2023, nous, on a remis 36 téléphones grave danger à des femmes, ce qui permet de les localiser, d'appeler très vite les forces de l'ordre dès lors qu'elles se sentent en danger. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites sur les violences intrafamiliales. On fait vraiment un gros travail avec le département pour mieux structurer avec toutes les associations. Il y a des associations qui font un travail incroyable sur le terrain. Moi, je tiens à les remercier vraiment pour tout ce qu'elles font au quotidien. Voilà. Notre entretien est presque terminé. Il reste à peine une minute, mais j'ai quand même envie de vous poser la question. Vous étiez à La Réunion, vous êtes en Guadeloupe. Quelle est la différence vous faites du traitement du climat judiciaire de ces deux régions? Alors, c'est très différent. Chaque territoire ultramarin a sa propre identité, a ses propres problématiques, a son histoire, a sa richesse culturelle. Moi, je vais vous dire, enfin là, j'ai envie même de partir sur la richesse culturelle de la Guadeloupe. Je pense que c'est ça qu'il faut valoriser. J'en parlais encore avec Plibel Larry, où je vois toutes les actions. Je suis allée voilà, je visite beaucoup Pointe-à-Pitre. On peut en parler autrement, je crois, que des incendies, le fait qu'il y ait beaucoup d'infractions. Il n'y a pas que ça. Et justement, je crois que c'est ça qu'il faut aussi valoriser dans cette jeunesse guadeloupéenne. C'est aussi tous les projets artistiques qu'il y a. Et sinon, ça, moi, c'est ça qui m'a, je vous dis, ça m'a beaucoup marqué en arrivant ici en Guadeloupe. C'est justement toute cette richesse artistique. Sinon, au niveau de la délinquance, on est dans une délinquance qui n'a absolument rien à voir, puisque quand j'étais à La Réunion, on traitait vraiment beaucoup de violences intrafamiliales, alors qu'ici, on est beaucoup sur violence, la circulation d'armes, la violence dans la rue, la circulation d'armes, la circulation de drogue. Mais il y a, je vois quand même beaucoup de violences intrafamiliales et de violences sexuelles. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup que vous me réinvitiez à nouveau dans votre émission pour pouvoir continuer et faire peut-être une émission dédiée sur ces violences intrafamiliales et comment on lutte contre ces violences. Juste un petit mot, le couvre-feu, il est efficace pour Pointe-à-Pitre?
Eh bien, figurez-vous qu'on contrôle assez peu de mineurs finalement la nuit, donc je crois que ça fonctionne plutôt pas mal. Et nous, les mineurs qu'on a déférés, c'est plutôt sur des faits commis en journée. D'accord. Donc la nuit, finalement, tout est calme. Tout est calme, ça serait beaucoup dire. Merci Madame Procureur. On prend rendez-vous pour une prochaine émission. Avec plaisir. Je pense que j'ai encore plein de questions à vous poser et il y en aura d'autres réponses. À très bientôt. Merci d'être venu. Voilà, eh bien, il est déjà 12h57. On prend notre première pause et on se retrouve tout à l'heure avec Iman et nos autres invités, Thierry Didon, Francis Gréco, Daniel Manclière et bien sûr notre chroniqueuse Miguel d'Aubergne. À tout de suite. Voilà, il est tout juste 13h03 dans le ZCL News. Vous êtes en direct de Canal 10, de C10 FM et aussi de RHT. Nous allons recevoir dans un instant Thierry Didon. Bonjour. Bonjour. Membre partenaire du CIPN et Francis Gréco. Bonjour. Bonjour. Partenaire aussi du CIPN. J'imagine que vous êtes venu parler de la marche qui aura lieu comme chaque année, période du 26 et 27 mai. Avant de vous donner la parole, on revient à l'actualité avec Iman News. Bonjour encore. Oui, rebonjour. Donc, on va parler de l'avant-première du film La Promesse Verte, donc, qui s'est déroulée au Cinestar hier avec la venue d'Alexandra Lamy et du réalisateur Édouard Bergeon. Et Michel Depape était parmi eux. On voit un reportage ensemble. Le Cinestar, effectivement, est avant tout un cinéma, donc nous essayons de faire de ce lieu, en tout cas de notre mieux, de ce lieu un lieu de vie qui accueille tous les arts, surtout le cinéma bien sûr, comme avec l'avant-première de ce soir, qui accueille aussi un maximum d'équipes de films pour permettre d'échanges avec le public. Il est vrai que nous accueillons aussi des concerts de temps en temps, des spectacles de temps en temps, mais il est vrai qu'on vibre pour les soirées comme celle de ce soir, où un thème fortement écologique, d'utilité publique, comme La Promesse Verte, qui parle d'un désastre écologique, nous invite à la réflexion. Et nous avons la chance d'avoir avec nous le réalisateur, Édouard Bergeon, et l'actrice, Alexandra Lamy, de sorte de pouvoir échanger, poser nos questions. C'est toute la vie qu'apporte un cinéma. Nous sommes venus pour deux choses. La première, moi j'ai présenté un film ce matin que j'ai réalisé qui s'appelle Toucher et qui fait de la prévention contre les violences et toute forme de violence et donc qui permet d'avoir un échange avec les élèves. On avait 400 élèves ce matin, donc ici, chez vous, au Cinestar, que je remercie encore une fois d'avoir accueilli, donc que j'ai fait aussi en Martinique. Et voilà, donc ça c'est mon projet de réalisation et qui me permet de faire de la prévention auprès des jeunes, collégiens et lycéens. Et là, maintenant, je vais présenter le film de Édouard Bergeon, qui est donc lui le réalisateur. Là, je suis l'actrice et on présente un film qui s'appelle La Promesse Verte. J'ai vu une autre affiche, il y avait Alexandra Lamy qui était en train de manger des bonbons et je me suis dit qu'il fallait que cette fille elle change son habitude alimentaire. Donc je l'ai appelée, elle m'a dit brouf. Et puis parce que c'était pas une comédie, mais en fait à son âge, elle se disait qu'il fallait faire un film avec d'un rôle, une femme mûre, une combattante. Et là, elle est partie dans ce projet. On est allé en Thaïlande le tourner et c'était assez foufou. Alors La Promesse Verte, il est déjà sorti en métropole, donc il est sorti le 21 avril, je crois. Donc voilà, et puis eh bien, on est venu le présenter aux Antilles, la Martinique, la Guadeloupe. On est ravis d'avoir pu le faire. Donc voilà, il sort là en Martinique, il est sorti je crois hier et il sort demain je crois en Guadeloupe. Ouais, oui. C'est un film qu'il faut voir, mais enfin, il y a des choses à dire et à redire. Il y a eu un grand débat qui a duré près d'une heure après le film hier soir. Voilà. D'accord, très intéressant. Donc je vous invite à aller voir ce film qui parle de déforestation, c'est ça, et de lobby industriel, entre autres. On va parler maintenant de la journée porte ouverte, donc de la SPA, du refuge papillon. C'était l'occasion de sensibiliser les enfants à la protection animale, donc ça a eu lieu ce week-end. On revient sur ces journées avec Vianney Valverde. Portes ouvertes s'adresse réellement à tout le monde. L'objectif, c'est qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, qu'on soit actif, qu'on soit inactif, qu'on ait envie d'un animal ou qu'on n'en ait pas envie. La connaissance animale, ça reste quelque chose qui est mondial. L'animal comme nous mérite un certain respect. C'est principalement là-dessus que nous, on va être axés.
Il y a malheureusement beaucoup trop encore de maltraitance partout dans le monde au niveau animal qui sont plus horribles les unes que les autres. Et notre travail principal, nous, ça va être de la sensibilisation et le replacement de ces animaux dans des super familles. Il y a quelques jours, j'ai fait une formation premier secours chien et chat et j'ai entendu parler de la porte ouverte à la SPA parce que j'étais avec des personnes de la SPA qui m'ont parlé de cette porte ouverte et comme j'aime beaucoup les animaux, j'ai voulu voir comment ça se passait. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de chiens de la fourrière qui étaient recueillis par la SPA et donc qui partaient en métropole et qu'il y en a certains qui ne pouvaient pas partir parce qu'ils avaient des troubles comportementaux. On a organisé pas mal de petits jeux, de petites choses pour essayer d'aider les enfants aussi à voir tout ça comme quelque chose d'un peu plus ludique. C'est pas que de l'apprentissage et de la moralisation, c'est aussi quelque chose de fun. C'est créer un lien avec un animal, c'est mettre des choses en place. Donc on a mis en place une petite chasse aux os qui n'a malheureusement pas encore eu lieu, on n'a pas assez d'enfants pour le moment. Mais ils vont aller chercher des petits os partout dans les alentours du refuge et chaque os qui va être ramené permettra à un enfant de donner une petite friandise à un de nos loulous. Il y a des gens qui peuvent être bénévoles même sans accueillir d'animaux chez eux, parce qu'on a souvent l'impression que le bénévolat c'est accueillir des animaux chez soi. Or il y a beaucoup de choses à faire, on peut donner 1 heure de son temps, on peut en donner beaucoup, ou même on peut juste venir échanger de temps en temps et s'intéresser à ce qui se passe. Vu la quantité d'animaux errants en Guadeloupe, c'est important de comprendre la problématique. On appelle vraiment à ce que les gens ils viennent nous aider pour aider aussi nos loulous. C'est pas forcément nous aider nous directement, c'est aider aussi des animaux qui sont dans le besoin, des animaux qui sont en recherche de famille, qui ont été parfois abandonnés ou qui n'ont jamais même connu le bonheur d'une famille. Quand on retrouve des chiennes avec des portées de chiots, ces chiots-là, malheureusement, s'ils ne sont pas adoptés, ils sont condamnés à grandir en refuge, ce qui n'est vraiment pas l'objectif. Je n'ai qu'un seul message à faire passer, c'est stériliser, stériliser, stériliser vos animaux. La campagne de stérilisation qui est en cours par l'UGAPA et qui aide les propriétaires à revenus moyens est toujours en cours, donc vraiment n'hésitez pas, il faut absolument stériliser vos animaux. Miaou. Bon, alors, on va parler d'autre chose avec du partenaire du CIPN, puisqu'en chaque année, il y a une marche patriotique qui est organisée. Je reçois pour cela aujourd'hui Francis Grégoire et Thierry Didon. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, comment ça va s'organiser cette année? Quel va être le parcours? Le parcours ne change pas, je dirais, parce que ça fait la 6e édition. Oui. Et le départ a lieu au Fort d'Elgrès, Fort Saint-Charles, on dira en fait. Non, d'Elgrès, pas Saint-Charles. Maintenant, Fort d'Elgrès. Oui, soit il dit ça, mon gars tombe en vidéo. On l'a rayé de la situation Saint-Charles. Exactement. Donc, Fort d'Elgrès et pour une arrivée à Sonis. Oui. Donc, le parcours, en fait, c'est une marche pour la mémoire, en fait. Oui, bien sûr. Donc, tout cela va se représenter dans le parcours. Donc, il est important aussi que les gens sachent qu'il faut être présent dès 14h à Sonis pour ceux qui partent de Pointe-à-Pitre. Et pour ceux qui partent de Basse-Terre, bien évidemment, ils vont se retrouver. Directement sur place. Et voilà, ils vont directement sur place. Et le retour est assuré dans les deux sens. Parce qu'il y a des bus mis à disposition. Et donc, il y aura une mise de 25 € pour cette marche. Mais cette mise comprend tout. En fait, quand je dis le tout, bois et manger, comme on dit. Voilà, le bois et manger, ravitaillement. Et comme c'est une marche nocturne, donc je pense que les gens auront besoin de tout ça. Et puis, évidemment, il y a la sécurité qui est assurée, il y a des kinés, il y a des infirmières. En fait, un peu tout est fait pour que la marche puisse se dérouler le mieux possible. Oui. Et bien évidemment, avec des points historiques pour rappeler, parce que bon... La marche est d'abord justement pour qu'on puisse se rappeler ce qui s'est passé en 1802. Thierry, dis donc, vous avez fait cette marche avant cette année? Oui, tout à fait. Oui. Donc, j'ai participé. Et franchement, marcher pour un hommage aux ancêtres à nous. Et vrai, tout ça, tout ce jour-là, ça, c'était vraiment un jour, ça portait moi, qui dit en plus envie à moi. Et à réinviter, ces marcheurs-là. Au niveau de la sécurité, on est à ça parce que nous allons mettre point là assez fort sur la sécurité. Donc nous allons demander ces marcheurs-là de ne pas oublier de mettre l'empaillot en tête à eux et toute bité qui est signalétique parce que édition là, ça, nous savons que au niveau de la sécurité là, que nous
nous commandons des gens être très responsables. Il faut aussi prendre des souliers pour marcher aussi. Tout à fait, tout à fait. À pas côté ni avec talons, ni avec une qualité souliers qui peut adapter. Tout à fait, effectivement, et c'est pour ça que nous avons juste dit aussi on des souliers, menés, et puis ni des souliers qui existent, des souliers à manches pour ça, parce que nous des marcheurs aussi, ni des gens aussi, donc il y a pas mal de monde qui cherchent à marcher, mais aussi il y a des gens qui peuvent marcher. Et ça nous veut faire comprendre que avant tout que c'est, il ne faut pas oublier que ça marche mémorial, mais surtout on est un grand madame qui ne pas parler d'elle. Non, c'est Marthe Rose. Alors, Francis qui va nous dédiquer dans la Marthe Rose. Ah oui, nous des petits les Marthe Rose quand même. Je crois pas dans la solitude tout le temps, il va parler de Marthe Rose. C'est vrai. Eh bien, Marthe Rose, c'était compagne d'Elgrès. Et donc, bien évidemment, c'est un madame qui enfin, il fait à Sainte-Lucie, mais il était qu'à vivre avec Delgrès. Il grandit en Guadeloupe et il était qu'à vivre avec Delgrès. Et donc, nous peut dire qu'il prend part grandement à Combala. Malheureusement, bon, pendant décapement, il trouvait jambes cassées. Donc, ces soldats la prennent et après, ils ont pris en octobre 1802. Mais avait un procès, bon, on simule un procès, il dit, mais madame là, ça c'était une madame solide parce que on a pensé qu'il prend pas aussi bien que solitude à toute victoire, enfin quand dit victoire, parce que tout combat là, parce que c'est grâce à ces mounas ça si aujourd'hui là nous debout nous là parce que ils sacrifié pour nous. Peut-être qu'on qu'il faut penser à faire on statue bas un Marthe Rose aussi. Hein. Parce que ni pour Delgrès ni pour Ignace, ils sont seuls madame. Donc, comme on disait madame, peut-être ça t'est bon. Mais en fait, selon ça. Oui, mais c'est justement parce que c'est parce qu'il n'y a pas ni en représentation pour l'instant de visage à Marthe Rose. Donc, mais il dit. Mais justement, il y a même démarche là pour trouver en image pour Marthe Rose. Donc, on a pensé ça au cas là, ça qui est fait. Oui, ça qui est fait. Il peut faire, mais il y a un chemin pour faire. Il y a un chemin. Bon, pour l'année prochaine, les Kevin, nous que ça voulait nous quoi. Alors, là, on a fait un marché comme ça, on a parti Basté. Ces abîmes, nous arrivons pratiquement. Oui. On est combien 64-65 km, à peu près. On ne peut pas dire précisément. À peu près ça. On a pensé, on a pensé que c'est ça. Oui, 60-65 km. Alors, les côtés, moun qui a fait des campos de pause, est-ce que ça a bien préparé? Parce que vous dites sécurité la préparé, parce que nous avons marché ça a fait dans pratiquement 10 jours. Est-ce que moun qui veut, il faut faire une petite préparation, un petit entraînement? Alors, on a pensé que oui, de toutes les façons, c'est mon ani possibilité parce que c'est mon qui ne peut pas faire tout parcours là, ni bus. Donc, si on lasse, bus là pour permettre de ramasser. Mais c'est vrai qu'il y a un point d'arrêt et de ravitaillement, de rassemblement. Donc, à niveau là, ça ne m'a pas inquiété. Oui, Thierry, tu as dit? Oui, tout à fait, oui, parce qu'à niveau là, il y a une logistique tout partout, hein, on est là, et une logistique à ravitaillement là, logistique à sécurité là, logistique à massage, logistique à soins. Donc toute la rue là, c'est mon qui peut rester au yo, ça qui crampé ou ça qui marchait, qui ni des biteps pour ça qui là et qui pris déterminé à l'avance. Alors vous dites là que boire et manger la prévoir. Qui j'en sais passer pour boire et manger parce que quand même l'on va marcher 64 km à peu près, faut savoir qu'il vous manque bon est-ce qu'il faut boire glacé, est-ce qu'il faut boire fouette, est-ce qu'il faut manger lourd, est-ce qu'il faut manger plus léger, toutes ces questions à poser. Ah ben c'est vrai que le repas là il est prévu vers Capestet. Et avant d'arriver Capestet. C'est Capestet dans ça, parce que l'année passée, il était Trois-Rivières, à changer. Il était passé Bois-Casamance, il était font un petit manger là. Oui, anti-ravitaillement. Parce que l'anti-ravitaillement, il y a un bon sec et orange, tous ces bêtises là, ça peut aller, mais vraie pause là. Vrai manger là, même c'est Capestet. Oui, c'est Capestet. Côté terrain foot, là, rôle des sports là. Tout à fait. Et aussi, il y a l'homme qui jouait le jeu, et aussi certaines municipalités qui accepté de... Quand même, il faut prendre l'esprit là et accepter ouvert
ouvert le sport là, marche là ça. Et surtout, nous avons remercié ces gens qui travaillent là, parce que c'est mon commune là. Et peut-être nous arriver là, côté une aide matin, des aides matin. Mon pas dormir pendant qu'on marche, c'est pour marcher non-stop, quoi, on va dire. C'est ça, c'est ça. Vous ne pas marcher non-stop, mais toujours en mémoire. Ouais. En mémoire, c'est pas. Les combattants à l'époque là, ça. Parce qu'il n'y a pas de chimie qu'on tenir là. Hein. Tout à fait. C'est enragé, tu as fait beau de l'homme, etc. pour arriver à faire ça. Non, mais ça, c'est fondamental. Marcher là, ça chaque année. Combien de monde ont atteint à peu près? Ben, l'année passée, tenu 295 personnes, donc nous, on les mêmes. Vous avez à peu près voilà, même ballon là? Même ballon là, nous avons espéré que nous ayons à peu près le même nombre de monde. Ok, bon, alors, est-ce qu'il y a une inscription qui prévoit toujours? Est-ce qu'il y a trop tard ou bien pas trop tard? Non, nous n'avons pas inscription toujours, et ni des numéros. Hein, alors, Thierry, comment nous ces numéros là? Ben oui, ben déjà, numéro à Jacqueline Jacquet. Donc, Jacqueline qui est là, ça? Ben oui. Voilà, c'est 0690 86 36 71. Ouais. Nous avons aussi M. Luc Rinette. Oui. Donc, c'est un portable aussi. Hein. 0690 16 07 09. Ouais. Et nous avons Didon Thierry 0690 93 23 43. Bon, ben nous dit ça a été ni. Donc rendez-vous donc pour mon cas sortir la pointe. C'est à Sonis, à qui est? À 14h. Précis. 10h de l'après-midi. Oui, il faut y être là. Et moun qui s'y bastait? Ben moun qui s'y bastait. Ouais, c'est disons 16h30 parce qu'à 17h il faut nous partir. 17h il faut nous partir. Et surtout il ne faut pas oublier dire que c'est moun qui bastait là qui arrivé. Et les amis, qui est en bus, qui ramène voilà. Est-ce qu'il faut venir avec une casquette ou bien peut-être tout nez? Ah ben oui, parce que le lendemain, faut équiper parce que c'est en marche. Là c'est en marche, c'est en marche. Donc même si c'est mémoriel, ne pas trop bien préparé, mais mettez toutes les biteilles de façon à sécurité. Un petit sac d'eau, ça plus facile. Tout à fait. Bien, ben quoi, je te remercie. Et on dit voilà, oui. Quand même, parce que pour les gens qui sont intéressés, il y a un t-shirt aussi. Hein. Oui. Donc, t-shirt là, c'est 15 €. Donc, t-shirt. Quoi, on 6 places ou bien avant? Avant, si possible, hein, si on paie 6 places. Il faut crier Jacqueline. Voilà, il faut crier Jacqueline. C'est Jacqueline. C'est ça, c'est qui mettrait sa manioc à ces petits ça. Donc, merci. Et aussi, pour finir aussi, merci pour CIPN. Et CIPN aussi, qui avait un partenariat avec quelques associations qui nous menons. Donc, il y a une norme, il y a céréales, il y a Amis de la santé, il y a Agir en citoyen, il y a Étoile de Carmel, il y a CGTG, il y a KSG, il y a Mi Guadeloupe, il y a Tête Collée, il y a les Marcheurs de l'Aube, il y a Voukoum, parce que nous avons oublié de dire que Voukoum aussi. Voilà, nous avons marché, mais nous avons marché aussi en musique parce que Voukoum a suivi nous. Et il y a d'autres associations aussi. Il y a Moun Kika, il y a Moun Bitation Capeste, et puis CIPN. Voilà. Et CIPN. Bien, ben nous tendez, merci. Il y a exactement 13h21. Donc on prend un deuxième camp nous. Tout de suite, et après nous allons recevoir les autres mondes qui prévoient avec Daniel Manclier, président de l'association Terre Plein Air. Tout de suite. Voilà, bien, la barque est pleine ce midi. Non, c'est vrai, il y a peu de place. Hein, c'est pas à peine pour mon pas venir encore, pas d'autres places. Bon, alors, on va recevoir Miguel, bien sûr, pour sa chronique tout à l'heure. Bonjour. Après, on va recevoir M. Rick Sidney. Bonjour. Bonjour. Élu de la ville des Abîmes. Mme Bionil Fortuna Bionil. Bonjour, merci. Bonjour. Daniel Manclier aussi qui est avec eux. Et on finit avec Sophie Balzin. Tous ces gens-là vont parler d'une marche, d'une balade urbaine à l'assainissement. C'est ça qui va se faire. Et c'est l'association Terre Plein Art qui lance. Alors, qu'est-ce que c'est, Daniel, Terre Plein Art? Terre Plein Art, c'est le nom
de l'association des habitants du quartier de l'assainissement. Oui. Terre-Plein, pourquoi? Parce que les anciens, c'est comme ça qu'ils appelaient ce quartier. Bon, on ne sait pas pourquoi l'histoire a retenu le mot technique assainissement. Oui. On lui était qu'à dire c'est mon Terre-Plein. J'ai entendu ça quelquefois, oui. Voilà, oui. C'était ça. Alors, juste une petite question. Terre-Plein, c'est Abîme ou Pointe-à-Pitre? Eh bien, voilà la belle question. C'est Abîme et c'est Pointe-à-Pitre. Ah bon? On a redécouvert en grosse partie Abîme, peut-être proportionnellement 90% Abîme pour à peu près 10% de Pointe-à-Pitre. C'est-à-dire qu'on peut avoir un pied dans chacune des communes en même temps. Très souvent, il y a des cas précisément comme ça, comme l'ancienne clinique Le Mestre. Absolument. Voilà. Alors, je posais la question à l'élu, M. Sidney. Quel est l'objectif de cette marche? En fait, l'objectif, c'est surtout à M. Maclière et à Métis Goua qu'il faut poser. Nous, moi, je suis là pour le côté logistique que la ville porte à toutes les associations de la ville des Abîmes, comme vous le savez, comme tout le monde le constate sur la ville des Abîmes. Nous essayons de créer l'animation en passant par les associations de quartier. Et donc, parce que nous croyons vraiment dans dans le côté intergénérationnel pour faire passer le message. Et donc, la ville prend toute sa part dans cette manifestation-là, en apportant la logistique, en aidant pour que les choses se passent au mieux. Alors, on viendra avec les partenaires tout à l'heure, Métis Goua qui est avec nous. Alors, Daniel, comment ça va s'organiser concrètement? Rapidement dire l'intérêt aussi de cette association. C'est un quartier là où je suis né, comme beaucoup d'autres Guadeloupéens d'ailleurs, où j'ai grandi, que j'ai quitté un certain temps, comme beaucoup. Et j'y suis revenu ces dernières années, oui, mais un quartier qui, évidemment, est au cœur de l'actualité d'aujourd'hui, qui a mal vieilli, très mal vieilli, qui réunit l'ensemble des problématiques de la Guadeloupe, j'ai envie de dire, toutes celles que l'on connaît. Et on ne pouvait rester inactif face à ça. On se plaint souvent des politiques, des ceci, de cela. Nous, d'abord, les habitants, on s'est dit qu'on se retrousse les manches et on voit ce que l'on peut ramener. Alors, juste une petite question technique. Pierre-Edouard Décimus, il est à Pointe-à-Pitre aux Abîmes, sa famille. Ses parents avaient une boutique, je crois. C'est presque une colle, mais il est entre Pointe-à-Pitre et Abîmes. Non, il est totalement la casquette d'élu de la ville des Abîmes. Toutes les rues, pratiquement, dès qu'on est derrière la mutualité, on est sur le territoire de la ville des Abîmes, pratiquement à 99%. Par exemple, la statue de Légitimus. Non, la statue de le rond-point fait... Ignace qui est là. Le rond-point est coupé en deux. Ah non, c'est le rond-point est coupé en deux. Même Hubert Plocos, la première cage d'escalier, c'est Abîmes et le reste après, c'est pas Abîmes. Mais donc, sur le territoire, vraiment, légitimement, là où se trouve Décimus, c'est vraiment Abîmes, 100%. Donc, c'est la 6e rue, 5e rue, 4e, tout cela, c'est Abîmes, clairement. Alors, ne souriez pas, le couvre-feu, c'est pour qui, là, à ce moment-là? Il n'y a pas de couvre-feu sur ce secteur-là. Ah, il n'y en a pas. On est à l'assainissement, donc on est plus sur la partie Lacroix, qui chevauche entre Lacroix et Vieux-Port. Donc c'est sur cette partie-là, et c'est là où on voit aussi la problématique du couvre-feu. Parce qu'en faisant une manifestation comme celle-ci, on souhaiterait que les jeunes aussi viennent y participer, que ce soit les jeunes de Grand Camp et les jeunes de Lacroix et de Pointe-à-Pitre. Et bien, donc, ce sera aux parents d'accompagner leurs enfants, pour que, parce que la manifestation, les collègues le diront, prendra fin après 20h, et donc pour qu'il n'y ait pas de problématique. Alors, Madame Duménil, quel va être votre rôle dans cette affaire? Alors, nous sommes, une association de Pointe-à-Pitre. Donc, alors, nous faisons la jonction avec... Vous êtes partenaire, donc, aussi? Voilà, je suis partenaire. Et à cette occasion, nous faisons une journée porte ouverte pour que les gens des Abîmes et des alentours puissent venir dans le quartier. D'accord. Alors, même question pour Mme Balzin? Oui, alors nous, on a voulu partager cette aventure avec Terre-Plein Haut, puisque Métis c'est une aventure, hein? C'est une grande aventure, complètement. Alors nous, on défend un temps fort cirque qui s'est déroulé depuis le 3 mai et qui continue jusqu'au 15. Mais on a envie de travailler, de partager avec les habitants, d'être vraiment au plus près dans l'espace public, et d'amener en fait dans ces espaces de vie le regard d'artistes. Et on a voulu partager, nous on travaille autour du développement du cirque. Alors pas n'importe quel cirque. On a souvent une
vision un peu traditionnelle du cirque, mais c'est pas ce qu'on vous propose. On propose un cirque nouveau, c'est du cirque contemporain, avec différents regards, différentes écritures. Il y a des artistes qui viennent du Mozambique, des artistes de Guyane, de France hexagonale, et ils viendront déambuler. On est parti sur une balade circassienne, où tout au long du parcours, artistes de cirque et d'autres associations du quartier vont participer. Mais ce que je voudrais aussi préciser, ce n'est pas une action pour une action non plus, parce que dans ce quartier-là, tel que je le décrivais, se côtoie le meilleur, donc encore beaucoup d'atouts, comme le pire. Et il fallait travailler absolument sur la question du vivre ensemble, de la cohésion. C'est un quartier qui n'est plus celui d'hier, qui est celui d'aujourd'hui, un quartier multiculturel, intergénérationnel, et voilà. Donc, tout est prétexte à faire ensemble, et c'est d'abord le but. Et en fait, ce n'est pas simplement de la déambulation, c'est devenu toute une journée que l'on pourra passer. Ça démarre à quelle heure dans le quartier, dès 8 h. Dès 8 h le matin. Dès 8 h le matin, dans les 2 écoles primaires du quartier, puisqu'on a encore cette chance, malgré nos soucis, d'avoir 2 écoles primaires, Fernande Monchin et Léon Fix. Madame Vioménil avec entre nous journée portes ouvertes, initiation au quadrille, au marie-tête, etc. Dans la 2e école, plus de 60 photographes professionnels, amateurs, ceux qui utilisent les smartphones les plus perfectionnés seront présents, tous en vert, et partiront à l'assaut du quartier pour fixer les stands, les maisons, photographier les anciens, parce que c'est une phase du travail qui se poursuit, du travail de mémoire de ce quartier-là. Parce que c'est un quartier qui est particulier en tout, qui ne ressemble à aucun autre que Dani, que je ne sais pas si je dois dire, tu vous connais bien, avec sa construction, ses rues parallèles et ses 2 grands axes, Paul Lacavé et l'axe Ignace. Voilà, c'est ce qui délimite ce quartier-là, qui est un quartier par essence culturel, artistique. Et cette âme-là, on fait tout musical, parce que vous avez Chictaï est né aussi dans ce quartier-là. Pas seulement. Chictaï n'est qu'un exemple plus récent de grands noms. Beaucoup de grands noms de la musique. Tu as cité Décimus tout à l'heure, Harry Soundroyen, Jean Zénard, j'en passais des meilleurs, Jean-Claude Cornélie, énormément. Mais il existe, malgré les entre guillemets ce qu'il y a de moins bon, on a encore des monuments. Une Léna Blou qui a investi dans le quartier, dont l'école de danse est là, l'école de musique L'Art pour l'Art de Patrice Hugues, excellent bassiste, et beaucoup et les édifices, patrimoine architectural, je ne dirais pas laissé à l'abandon, mais en tout cas pas valorisé, mais en tout cas ça fait partie du travail, voilà, de la reprise en main que l'on veut faire, donc il y a à faire. Et je disais qu'en dehors de ces 2 écoles qui recevront du monde tout au long de la matinée, il y aura aussi un vide maison, puisqu'il faut que les habitants descendent, parce qu'il y a une recyclerie aussi dans le quartier, pourront faire leurs échanges, vendre à prix symbolique, à prix très bas. Et la 2e partie, pour aller vite, l'après-midi commence cette extraordinaire balade dès 16 h, derrière l'église du Sacré-Cœur, face à cet édifice connu de tous les Guadeloupéens, le Palais de la Mutualité. Je ne ferai pas incendier par Madame Chico Marcy en disant siège du LKP, mais en tout cas, le combat de la vie de Madame Marcy. C'est ça, c'est pas loin de l'UGTG. Quand je disais qu'on avait tout, on a 12 églises, on a dénombré 12 églises de ce quartier. Donc de chacune des ruelles, il y a au moins 2 églises, entre guillemets, quand je dis église. Cette balade-là partira, et le but, c'est que tous ceux qui le peuvent nous suivent comme ça, à travers les ruelles. On passera dans la rue de l'Art pour l'Art. Il y aura un mini-concert de 30 minutes des élèves de Patrice. On poursuivra comme ça dans la rue de l'ENA. Ce que décrivait Sophie Balzac tout à l'heure, ces prouesses des Brésiliens, du Mozambique, etc.
pour ramener, parce qu'on n'aura pas le temps de donner tous les détails, ramener tout ce monde-là jusqu'au square Légitimus que l'on veut mettre en valeur, parce que même ce seul jardin que possède le quartier, je n'ai pas envie de parler d'abandon, mais c'est presque j'espère que demain dans notre travail, qu'il sera de nouveau beaucoup mieux valorisé. Et là se passera des choses. On a réuni tout le Sénat des anciens musiciens, acteurs culturels, etc. Et les gens pourront les rencontrer là, échanger. Et aussi, on ne parlera pas de spectacle monumental, mais une belle animation, quadrille, cirque contemporain. Tu peux décrire ce que ce sera. Oui, deux petits mots sur le cirque, Madame Malzin. Ce ne sera pas rien. C'est un cirque particulier. Alors oui, parce que c'est un cirque en construction. C'est vrai que le cirque en Guadeloupe, pour nous, c'est pas culturel, et c'est tout l'aventure en fait de construire aussi un cirque qui nous ressemble. Donc dans les artistes qui seront présents, vous avez des artistes qui ont créé un laboratoire. On a d'ailleurs travaillé avec les Nablou, on a travaillé avec Léo Lérus. Elles vous proposeront un projet Liane Cascode. Ce sont 5 femmes. Oui. Elles sont danseuses, elles font de la roussire, et elles vont. La roussire, c'est un grand cercle. On est debout dans ce cercle, et ce cercle évolue. Elles se sont imprégnées de notre territoire, de la Guadeloupe, parce que c'est des vrais moments de rencontre. Donc Liane Cascode, que vous retrouverez. Vous avez aussi des duos conte et cirque, des artistes guadeloupéens qui ont fait aussi ce pari de venir d'une pratique du conte, d'une pratique de la capoeira, de venir faire de l'acrobatie, de la jonglerie et travailler autour du conte. Vous avez aussi un artiste du Mozambique qui, alors lui, a vécu une aventure extraordinaire. Au Mozambique, on parle une langue qui lui rappelle un peu la façon de parler du boulaguel. Et il a fait une résidence il y a un certain temps dans son travail personnel d'intégrer le boulaguel, et il sera en Guadeloupe. Il va faire la première de son spectacle. Il a déjà été accueilli à la Maison du Jonglage à la Courneuve. Oui. Il viendra faire sa première pour le 14 mai au Palais de la Culture Félix Proto, et il sera avec nous sur cette journée du 8 pour faire un impromptu dans l'espace public et vous montrer. C'est de la jonglerie musicale, et on clôturera en finale avec un trio brésilien, le spectacle de Nos de la compagnie Della Praca. Pareil, une aventure à partager, parce que quand on est comme ça dans ces images de cirque en construction, on a toujours cette vision d'un cirque peut-être un peu européanisé, mais c'est justement pas ce qu'on veut montrer. Si je peux dire un petit mot, oui. J'ai presque envie d'assimiler ça. Ceux qui regardent la France a un incroyable talent. Ce sont ces prouesses que l'on voit justement dans ce type d'émission. C'est ce qu'on va... Je vais même s'appuyer encore plus, parce que la dernière édition de notre manifestation, le cirque dans tous ces états, on avait accueilli Sen Cirque. C'était un Guinéen, un Mozambicain. Oui. Ils sont arrivés en finale de la France. Un incroyable talent. Donc effectivement, plein d'artistes et plein de pratiques de cirque à découvrir. J'ai oublié de préciser, tout ça ponctué de témoignages tout au long du parcours, de témoignages d'habitants. Des anciens, j'imagine. Bon, écoutez, on a pris mot demain, donc Humier. On ne peut pas rater ça, on peut venir en famille. À partir de 8h, et je vois que la clôture, c'est à 21h. Disons plutôt 22. Plutôt 22. Alors il faut dire ça aux forces de police. Il faut passer aux jeunes. Il faut dire la police, ça. Il faut passer aux jeunes, et les jeunes, on doit leur donner leur espace aussi. Bien. Écoutez, vous souhaite une bonne balade. Largement soutenu par Pierre-Édouard et les autres. Un dernier mot, Daniel. C'est la première ou la 9e édition? C'est la première édition? C'est la première, mais derrière tout ça, comme je dis, c'est un travail au quotidien derrière. C'est pas un événementiel en soi, même si ce mais la ville s'engage auprès des associations, donc c'est la première édition, et la ville s'engage aux côtés des associations. Et pour revenir sur le square, je ne vais pas laisser passer qu'un abandon sur le square Légitimus, et que la nature a horreur du vide, et sur l'assainissement, la présence de cette association fera que les manifestations se feront, et la ville va prendre toute sa part. Et l'aménagement, un nouvel aménagement. Oui, je terminerai en disant aussi quand même que l'assainissement a repris vie aussi depuis l'arrivée de Cap Excellence. Il faut le reconnaître qu'il y avait une ambivalence. Et depuis que l'association bouscule un peu les esprits. Donc nous sommes heureux au niveau de la ville des Abîmes d'avoir interpellé à M. Maclière et d'autres associations pour pousser le quartier
et à participer à l'animation de la ville. Et c'est ce que le maire Éric Jalton souhaite, que la ville soit animée, qu'il y ait des acteurs socioculturels qui prennent le pas pour investir et c'est ce qui fera aussi que notre jeunesse peut-être trouvera leur voie au sein des associations, grâce au cirque, grâce à autre chose, le sport, culture, et nous y croyons beaucoup. Et c'est la force de la culture, et je salue aussi les artistes de jouer le jeu. Tout ça, c'est des partenariats. On a besoin des villes, effectivement. Merci à la ville des c'est le choix qu'a fait l'association pour ce quartier-là. Et on a besoin des artistes pour créer du lien social et faire en sorte d'un mieux vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. Bien, mesdames, messieurs, merci. Bonne balade, je l'ai déjà dit. Il est déjà 13h42. Un dernier titre d'actu avant de revenir à la chronique de Miguel. Oui, on va parler de sécurité au travail dans le spectacle vivant. On fait le lien. Oui, ça tombe bien. Oui, tout à fait. De la 8e édition du festival de Cap Excellence en théâtre, des rencontres professionnelles sont organisées donc au centre culturel Solis. Et justement, il était question de sécurité au travail dans le spectacle vivant. On va voir un reportage de Max Morel. Dans un festival, évidemment, il y a les spectacles. Il y a aussi l'arrivée du public, mais il y a aussi des professionnels qui travaillent autour de ce festival. Si nous symbolisons les trois grands corps de métier autour d'un festival, il y a bien sûr les artistes, il y a les administrateurs, les administratrices et il y a aussi les techniciens. Et les rencontres professionnelles, justement, ça permet à l'ensemble de ces corps de métier de se rencontrer et d'échanger des informations. Et là, pour le cas de ce matin, c'est une rencontre professionnelle autour des risques du métier, c'est-à-dire tout ce qui peut entraîner des chutes ou encore des difficultés lors de l'exercice de ce métier dans le cadre du festival. Un technicien, par exemple, qui a du levage à faire ou encore qui peut être sur une échelle, risque de tomber si les conditions de sécurité ne sont pas respectées. Le risque zéro n'existe pas, mais la prévention, justement, permet d'augmenter les chances de ne pas avoir d'accident sur un festival. C'est l'objet de faire comprendre aux salariés de la culture, aux employeurs de la culture, de se saisir de ce sujet. C'est un secteur comme d'autres qui peut être soumis à des risques. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre la logique pour éviter que ce risque soit avéré, que ce soit pour leurs salariés et voire même pour le public qu'ils accueillent. Voilà, bien, je vous remercie. On va tout de suite passer à ta chronique, puisqu'on va parler des mots. Bonjour Miguel. Bonjour, les mots MOTS, hein? Oui, les mots MOTS. Oui, alors pourquoi avoir choisi ce thème? Parce qu'on va toujours parler par rapport à la violence, hein, tout simplement. Oui. Les mots, c'est l'art d'exprimer ce que l'on ressent. Oui. Voilà, c'est ce que voilà, et dans les violences, c'est extrêmement compliqué parfois. Et quels sont les buts de ces mots? Alors, avant de commencer, réellement, les mots, quand ils s'assemblent, les mots donnent des phrases, et ces phrases, lors de la parole, sont transmis directement dans l'âme, sont vraiment déversées dans l'âme. Quand on parle de l'âme, je parle du cœur avant tout. Et l'âme, c'est vraiment considéré comme un vase vide à la naissance. C'est-à-dire que plus on chérit, plus cette âme se remplit et se remplit d'amour. Mais plus on hait, plus on donne des mots difficiles. Et là, cette âme se remplit de mots compliqués à gérer et qui deviennent des blessures et qui entraînent au fur et à mesure les situations qu'on retrouve aujourd'hui. Et on peut parler de puissance des mots? Alors, avant, c'est vrai que le but des mots, c'est communiquer, c'est donner de la compréhension. Donc, lors d'un travail, par exemple, ou par exemple, lorsqu'on a besoin de faire un exercice physique, on va expliquer avec des mots comment le faire. C'est aussi pour faire du bien. Oui. C'est aussi... les mots sont aussi utilisés lorsque, par exemple, on a un projet à décrire. Je ne sais pas, demain, peut-être que vous allez avoir une chaîne de télé rien qu'à vous et que vous aurez besoin de mettre ce projet à discussion. Voilà, donc les mots sont pour toutes ces choses. Oui. La puissance des mots, oui. Oui, je parlais de la puissance des mots. Parce que les mots
peuvent créer des mots. Oui, les mots peuvent créer des mots. Oui, tout à fait. Mais ça, on pourra parler ultérieurement. Mais les mots ont un double impact, en fait. Moi, j'ai caractérisé ça dans 3 phases. C'est-à-dire que les mots peuvent être une arme qui peut être bonne ou mauvaise. Oui. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous avez un homme qui vous bat, mais qui vous parle et qui vous parle mal, ce qu'il va vous dire, les mots qu'il va vous donner, aussi, hein. Ou une femme, mais ça peut être aussi une mère pour son enfant, ça peut être un enfant pour sa mère, ça peut être dans n'importe quelle situation. Hein. Ça peut être 2 hommes aussi, ça peut être 2 femmes, peu importe. Ça peut être au sein du travail aussi. Parce que la violence, elle n'est pas que au sein de la famille, hein, malheureusement. Voilà. Et en fait, en acceptant les mots détruisent, en fait, ça dévie la personne de sa destination, de sa destinée. Quelqu'un qui a reçu des mots d'amour toute sa vie, c'est une personne qui va grandir, mais bien sûr tout en faisant comprendre à l'enfant, par exemple, tout simplement que oui, tu es brillant, enfin voilà, et même un enfant qui n'est pas brillant. Il y a des mots pour cela. Chérie, c'est pas grave, si tu n'y arrives pas, on va voir, tu as des compétences autres, regarde, tu aimes plutôt ça, donc peut-être qu'il faut aller chercher sur cette direction. Donc il y a toujours des mots qui peuvent aussi remplacer les mots violents. Les mots d'apaisement. Voilà, on ne va pas dire à quelqu'un, entre guillemets, bon, si on le disait dans le jargon, tu es, voilà, ce que vous voulez, mais tu peux tout simplement aussi décrire cette chose autrement, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Voilà. Donc, les mots peuvent être destructeurs parce que les mots exercent un pouvoir sur l'homme, en règle générale. Et dans la violence, j'ai caractérisé aussi comme un outil de vérité ou de mensonge. Le bourreau qui va parler à son mari, sa femme, peu importe à qui, quand il transmet un mot et quelque chose de méchant, quand il transmet la méchanceté de sa bouche, il transmet un mensonge. Mais ce mensonge, c'est lui, avant tout. Parce que quelqu'un qui est dans la frustration tout petit, qui ne connaît que cela, lorsqu'il va parler à quelqu'un, il a besoin de déverser son âme de tout ce qu'il a eu avant. Lorsque vous avez, par exemple, un pervers narcissique, les médecins décrivent le pervers narcissique comme quelqu'un qui ne veut pas devenir fou. Et pour ne pas devenir fou, il est pour se sauver lui-même, il est obligé de déverser ce qu'il a reçu quand il était petit, dans cette blessure profonde aux autres. Voilà. Et ce qui est très important, c'est l'illusion et la réalité. Pourquoi je dis ça? Illusion, illusoire. Si je dis, tu n'es pas beau, mais que ça te vole au-dessus de ta tête, toi tu vas continuer, illusion, illusoire. Donc ça ne va rien te faire. Mais il y a la réalité. Si je te dis, tu n'es pas beau, mais que tu prends ça en plein cœur et tu te dis, m'a dit que je n'étais pas beau. Ça va commencer mais si on te le dit une 2e fois, une 3e fois, une 4e fois, comme quelqu'un à qui on dit, tu ne comprends rien. La personne va dire, mais je ne comprends rien, tu vas voir. Donc là, illusion illusoire, tu peux dire ce que tu veux, moi ça ne m'attaque pas. Je continue mon brin de chemin et je vais te montrer que c'est... Par contre, quelqu'un qui souffre déjà, qui est malmené, qui est une victime parce que depuis tout petit, elle a peut-être reçu aussi plein de mots de la part de ses parents. Elle vit avec un homme ou une femme. Elle vit avec donc un homme. Cet homme va lui dire tu ne comprends jamais rien. Elle va peut-être se rappeler que quand elle était petite, on lui disait déjà qu'elle ne comprend rien. Et au fur et à mesure, la réalité, elle va la prendre pour elle. Okay. Voilà. Donc ça, c'est très important. Les mots, c'est important. Dernier mot quand même, on transmet ce qu'on reçoit quand même. Oui, on transmet ce que l'on reçoit. De toute façon, si vous transmettez à un enfant qu'il est beau, qu'il va réussir, mais qu'il faut qu'il fasse attention, tout en donnant la réalité de l'extérieur, cet enfant va se construire avec des mots et avec une force positive. Si vous dites à un enfant qu'il est moche, qu'il n'arrivera jamais à rien du tout, etc., il va grandir et il va toujours aller chercher des personnes qui vont toujours le rabaisser. Donc il ne va pas vivre bien et en fait, tout ce qu'il va transmettre, c'est ce qu'on lui aura donné depuis tout petit. Parce qu'il ne connaîtra rien du tout de l'extérieur. Alors, quel est ton dernier mot? À la conclusion, c'est que ça s'apprend de parler, tout simplement. Ça s'apprend. Merci Miguel. Voilà, il va être l'heure de se quitter. Je rappelle que depuis ce matin, nous avons reçu Caroline Carlebou, la procureure de la République de Pointe-à-Pitre. Cyril Koudou, le directeur de Terre de Blues, nous a donné un petit peu un avant-goût du programme de ce qui va se passer Terre de Blues à partir du 18 et jusqu'au 20
à Marie-Galante. Thierry Didon et Francine Grégo sont venus nous parler de la marche du CIPN qui se fait comme chaque année depuis 6 ans entre Basse-Terre et les Abîmes, justement, départ devant le Fort Delgrès pour les gens qui habitent Basse-Terre, devant la statue de Sonis pour les gens qui sont sur le terre-plein, qui est en terre-plein là. C'est là qu'il est parti, c'est bien ça. Et c'est là qu'il est arrivé aussi. Ensuite, on a reçu Daniel Manclière, oui, plein de gens. Je vais citer Eric Célinet de la mairie des Abîmes. Bonjour et au revoir. Madame Vioménil Fortuna de l'association Entre nous était là. Daniel Manclière, bon, c'est un habitué, bon, il connaît. Et Sophie Balzac avec le cirque particulier, c'est bien ça, qu'on a reçu. Et on fait un petit rappel du fil de l'actu avec Emmanuel. Oui, au niveau de l'actualité, on a parlé de l'avant-première du film, donc Les Promesses Vertes, qui s'est déroulée sur le Cinestar hier, avec la présence d'Alexandra Lamy et du réalisateur Édouard Bergeon. On a vu aussi les journées portes ouvertes du refuge Papillon, donc une façon de sensibiliser les enfants à la protection animale. Il était aussi question de sécurité au travail dans le spectacle vivant, donc dans le cadre du festival Cap Excellence en théâtre. On n'a pas vu l'édition sur le salon ni Cuca, mais on reviendra dessus, qui a eu lieu ce week-end à Goyave. Voilà, mais on vous remercie d'être avec nous tous les jours de 12h30 à 14h. Rendez-vous est pris. Ah non, demain c'est férié, on ne sera pas là, mais on revient quand même. Ah, le mot, parole à pays, en tout cas, il a oublié. Chiré billet, il chiré billet, et puis maman, il s'est brouillé avec sa mère. Oui, c'est vrai, son parole que mon gars dit souvent. Donc, de moins en moins quand même, hein. Chiré billet. Il va dire, billet pas la peine à aussi. C'est dans le même esprit, c'est dans à l'aise pour parler créole. C'est Odalia qui chaque jour choisit des mots, justement des mots de créole dans l'ouvrage de Moïse et de Marie-Noël Wokok. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve comme d'habitude dans ZCL à partir de vendredi à partir de 12h30. Ciao, bye bye. Bonne journée.